Mesdames, Messieurs, qui l'eût cru, qui eût imaginé un tel scénario dans l'élection présidentielle américaine? D'ailleurs, un scénario qui n'est pas sans ressembler à celui de 2016, Mesdames, Messieurs. Alors, je vous pose la question, même si Joe Biden, cette nuit, parce que nous sommes au cœur de la nuit aux États-Unis, a quelques représentants d'avance sur Donald Trump, je vous pose la question, ce scénario que personne n'aurait imaginé il y a seulement quelques heures, est-il possible? Trump peut-il gagner? Je sais que vous êtes des passionnés de politique, vous êtes certainement plus experts que nous tous ici. Alors appelez-moi au 01 41 41 10 20. Dans un instant, je vous présente mes invités. Voilà, il s'est passé tellement de choses, mesdames, messieurs. Allez, on commence, si vous voulez bien, par aller à Washington en direct. On est avec notre journaliste Magali Barthès sur l'état d'esprit de Donald Trump qui s'est exprimé. Je vous montrerai quelques images dans un instant qui s'est exprimé. Quel est l'état d'esprit de Donald Trump, Magali, et de son camp? Un état d'esprit extrêmement combatif, je peux vous le dire. Donald Trump a fait donc une allocution tout à l'heure. Il a annoncé sa victoire. En réalité, il passe en force sans attendre le dépouillement des bulletins de vote, notamment par correspondance, qui sont traditionnellement favorables aux démocrates. Il a des mots très durs. Il traite l'autre camp d'être un petit groupe de misérables qui seraient en train de chercher à lui voler l'élection. Ça fait des mois qu'il entretient le soupçon, qu'il essaye d'accuser les démocrates de vouloir truquer ce vote par correspondance. Autant vous dire que dès aujourd'hui, les recours vont se multiplier. Les républicains et leurs avocats vont tout faire pour tenter de bloquer là le décompte. Et puis on se demande maintenant ce qui va se passer dans la rue, parce que tout autour de la Maison-Blanche cette nuit, il y avait des petits groupes d'Antifa, des petits groupes des Black Lives Matter. On se demande comment ils vont réagir, comment va réagir aussi l'autre camp, c'est-à-dire les Trumpistes les plus radicalisés que Donald Trump a chauffé à blanc. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de fébrilité à Washington aujourd'hui. Merci beaucoup Magali. Mes invités sont en train de prendre place. André Berkoff, Guillaume Debré, la démocrate Julia Grégoire, le républicain Randy Yaloz. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, tout de suite, j'aimerais qu'on aille voir avec Benjamin Cruard, qu'on aille voir un petit peu quels sont les véritables États, ces fameux États qui peuvent faire balancer, qui peuvent retourner l'élection présidentielle américaine. Il en reste 3. 4. On va voir ça tout de suite avec Benjamin. Ah, on a un petit problème technique. On va rejoindre Antoine Bourdarias qui est à Philadelphie justement sur ces États clés qui sont au cœur aujourd'hui de toutes les sollicitudes, les sollicitations même des républicains et des démocrates, Antoine Bourdarias. Exactement, c'est le scénario que tout le monde redoutait, du côté des Républicains comme du côté des démocrates avec qui on a passé cette soirée électorale et qui ne voulaient absolument pas revivre le cauchemar de 2016. Souvenez-vous, lorsque Donald Trump l'avait emporté de justesse avec seulement 44 000 voix d'avance sur Hillary Clinton. Eh bien, ce soir, ils ne sont pas forcément très confiants, ces démocrates. On est dans un scénario où il y a tellement de bulletins par correspondance que cela va prendre des jours, peut-être jusqu'à la fin de semaine pour réussir à les compter. Pour vous dire, à Philadelphie, on a tout simplement arrêté de les compter ce soir parce qu'on sait que ça va durer plusieurs jours et on préfère concentrer nos forces à partir de 9 h demain pour pouvoir les compter toute la journée. Dans d'autres comtés de Pennsylvanie, on a en revanche continué à faire le décompte de ces votes par correspondance toute la nuit et ça va se poursuivre dans les prochaines heures. Ce sera en tout cas très intéressant d'observer ce qu'il va se passer à Pittsburgh, à Philadelphie et partout en Pennsylvanie dans les prochains jours. Est-ce qu'il va y avoir de la tension devant les centres où sont organisés le décompte de ces bulletins par correspondance? Est-ce que tous les bulletins par correspondance seront pris en compte? On sait qu'ils peuvent arriver jusqu'à vendredi 5 h. Ou est-ce que la Cour suprême va décider d'intervenir pour s'y opposer? On aura la réponse, on l'espère, au plus vite. Merci beaucoup Antoine. André Berkoff, merci d'être là. Qui l'eût cru, quoi. C'est quand même encore une fois Alors Trump n'a pas gagné, bien évidemment. D'abord, peut-il gagner? Bon, d'abord, qui l'eût cru? Je voudrais répondre à la première question. Eric, qui l'eût cru? Il n'y avait qu'à se rappeler 2016. Je veux dire que en 2016, je vous rappelle que 48 heures avant,
tous les sondages, à des degrés divers, donnaient Hillary Clinton gagnante et personne ne donnait un copec sur Donald Trump. Et le soir, ils se sont endormis et le matin, en arrivant au port, ils furent un peu plus que prévu. Et simplement, il faut avoir un tout petit peu, peut-être, à la fois de mémoire et peut-être, je dirais, un peu de recul que peu de gens ont eu, enfin, je parle des observateurs, que quand même, avant le Covid, pendant 3 ans et demi, il y a eu quand même quelques résultats, je ne vais pas les énumérer, économiques, sur le plan du chômage, etc. Et là, effectivement, le Covid n'a pas effacé. Alors on dit oui, mais le Covid a effacé, gestion du Covid lamentable et tout. Il n'empêche que le Covid, en mars-avril, c'était 27% de chômage, c'est redescendu à 7,5% de chômage aujourd'hui. Et je ne parle pas du PIB. Deuxièmement, les choses étaient acquises, c'est-à-dire que les minorités sont assignées à résidence, c'est-à-dire que les minorités blacks et latinos doivent voter démocrate. C'est normal, ce sont les victimes, c'est normal, il faut qu'ils votent démocrate. Oui, ça vous êtes en train de raisonner comme un sondeur, là. Pas du tout. Ouais. Parce que si je raisonnais comme un sondeur, je me serais planté comme un fou. Parce que je vous rappelle que tous les sondages donnaient 10 points d'avance pour Biden. Oui. Non, mais quand vous dites les latinos et les Américains noirs doivent voter démocrate, en réalité, vous raisonnez comme un sondeur parce que dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Exactement. Oui. Donc je ne raisonne pas comme un sondeur. Je raisonne comme quelqu'un d'un anti-sondeur qui dit je ne vais pas classer les gens comme si les latinos c'était une masse ou les blacks c'était une masse. C'est presque du racisme. Qu'est-ce que ça veut dire, les latinos? Il y a des latinos qui votent de façon très différente et des blacks, ils ne sont pas une masse, il n'y a pas les blacks. Et puis. C'était très amusant parce qu'on a vu sur LCI cette nuit des femmes en Floride, des jeunes femmes en Floride qui étaient d'origine vénézuélienne, etc., qui disaient, mais nous, le socialisme, on a connu, on votera jamais pour Biden. D'Alexandria au C'était assez contre-intuitif pour des gentils Européens de l'Ouest. Oui, surtout quand ils voient Chavez et compagnie, ce qui s'est passé. Donc, et juste, et troisièmement, enfin, quand même extraordinaire, c'est que on a parlé de sondage, etc. Et puis, troisièmement, et juste pour arrêter là, c'est que comment il se fait qu'on a eu cette espèce de préjugé qui consiste à dire, dès le départ des 4 ans, que Trump est un usurpateur, qu'il est à la droite d'Adolf Hitler, qu'il est raciste, etc., etc. Je veux dire, ça a été ça. Or, cet anti-Trumpisme primaire, j'aurais dit la même chose de Clinton, ça agit comme le Covid-19 d'un certain establishment politico-médiatique. Ça a été le Covid-19, l'anti-Trumpisme primaire. Ridicule. Alors, bien évidemment, chacun revendique la victoire. Regardez pour commencer, c'était Joe Biden dans la nuit. Nous savions que ça allait durer, mais on ne savait pas, on pensait que ça allait durer jusqu'au matin, mais peut-être plus long. Nous sommes contents de notre position actuelle. Je veux vous dire ce soir que nous pensons gagner cette élection. Chaque fois que je sors de chez moi, que je sortais de chez moi quand j'étais petit, mon grand-père me disait faut toujours être confiant. Alors moi je vous le dis ce soir, on va gagner, soyez confiants. Votre patience sera couronnée de succès. Voilà, le petit problème, mesdames, messieurs, c'est que Trump aussi considère qu'il a gagné. Écoutez-le. Là, c'est vraiment une tentative de fraude. On a essayé de mentir aux Américains. C'est gênant pour les États-Unis parce qu'on était prêt à gagner cette élection. Et on a gagné cette élection, pour ne rien vous cacher. Voilà, on va retrouver Benjamin Cruard de LCI. On va faire le point, Benjamin, sur ces fameux États ultra stratégiques, ultra convoités, dont on regarde le décompte, dont on suit le décompte minute après minute. D'ailleurs, décompte qui s'est arrêté dans la nuit américaine. Il reprendra aux États-Unis demain matin, Benjamin. Oui, alors sur les États très importants où on disait un peu Donald Trump ballotté, c'est important de dire déjà qu'il a été solide, Donald Trump. Notamment dans le Texas, 38 grands électeurs, c'est conservé aussi par rapport à 2016. La Floride, 29 grands électeurs, c'est également conservé par rapport à 2016. Et très important, l'Ohio, 18 grands électeurs remportés. Et là, c'est acté par Donald Trump. Maintenant, on va regarder évidemment ces 5 États de l'Est américain, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Alors, j'ai fait le calcul pour que Joe Biden l'emporte. Il faudrait
qui l'emporte dans 2 de ces États. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on en est dans les dépouillements, dans ces 5 États, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est Donald Trump qui l'emporte, mais c'est très très serré. En Géorgie, il y a 2 points d'écart pour Donald Trump. En Caroline du Nord, il y a 1 point d'écart. Dans le Wisconsin, c'est 4 points. Et la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, donc il y a un État central aujourd'hui pour une victoire d'un candidat ou de l'autre. C'est certes Donald Trump qui est en tête, mais il y a encore tous ces bulletins à dépouiller du vote par correspondance. Et là, on en a encore pour plusieurs jours pour avoir une certitude. Bien sûr, Donald Trump a revendiqué la victoire dans ces 5 États, mais vous avez Joe Biden qui conteste au moins dans le Michigan, en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie. Voilà pourquoi il faut encore être patient ce matin. Bon, merci beaucoup. Je me tourne vers Guillaume Debré. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant de TF1 à Washington. Merci d'être avec nous. Guillaume, pourquoi est-ce que cette nuit, Trump fait cette déclaration de guerre en disant, en gros, je vais saisir la Cour suprême, on veut nous voler la victoire, alors que franchement, Joe Biden n'a pas essayé de nous voler la victoire, hein. Il a dit, bon, c'est en bonne voie, on va sûrement gagner. Bon, il n'a pas volé la victoire. Bon, attendons la fin du décompte, a dit Biden. Alors pourquoi alors que, apparemment, les choses sont en bonne voie pour Trump, pourquoi est-ce qu'il rompt comme ça? Il s'inscrit dans une rupture. Parce que si effectivement en apparence les choses sont plutôt encourageantes pour lui, il y a une réalité statistique qui est compliquée à appréhender pour nous, c'est que généralement les électeurs républicains se déplacent plus massivement pour voter en personne. Ils vont mettre leur bulletin ou appuyer sur le bouton. Alors que les démocrates ont plus une tradition de pouvoir voter par correspondance. Il y a eu, tenez-vous bien, 60 millions d'Américains qui ont décidé de voter en envoyant leur bulletin par la poste. Ces 60 millions, les statistiques montrent qu'elles sont plutôt démocrates. Prenez un exemple, en Pennsylvanie, il y a 6 millions de bulletins qui ont été déjà dépouillés. Elles donnent un avantage assez confortable à Donald Trump, mais il y a 2,5 millions de bulletins bulletins anticipés qui ont été envoyés par la poste qui n'ont pas été encore dépouillés. À raison de 10 000 bulletins par heure, c'est comme ça que la commission électorale de Pennsylvanie dépouille, on a encore pour quelques heures pour savoir qui a gagné. Ce qui est très impressionnant, c'est 2 leçons. La première, c'est qu'après 4 années d'hystérie politique, de tension politique, avec ce président insurrectionnel, il y a plus d'électeurs américains qui ont voté pour Trump en 2020 qu'en 2016. Le président a réussi à convaincre des électeurs qui n'avaient pas voté pour lui de voter cette année pour lui. Son problème, c'est qu'il y a plus d'électeurs démocrates qui ont choisi Biden cette année qu'Hillary Clinton. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une bataille juridique parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'un bulletin de vote par correspondance. Un bulletin de vote, mon épouse a voté, elle est américaine, elle a voté depuis Paris. Donc c'est une grande feuille. Et pour contrôler la véracité de ce bulletin de vote, c'est très compliqué. Il faut comparer la signature sur le bulletin de vote avec la signature qui est enregistrée par la commission électorale de l'État. Et donc il y a un processus qui est très long et évidemment qui est source de possibles contestations. Je pense, sans être devin, que les avocats des 2 camps fourbissent leurs armes, qui se frottent les mains et qu'on est parti, mon cher, pour quelques jours, quelques semaines de contestation. Quand est-ce qu'on aura les résultats annoncés par les États concernés? Premier Demain? challenge, non. Alors, on aura pour le Wisconsin et le Michigan, c'est possible que ça soit assez rapidement. Mais évidemment, l'État clé, la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, il y a une décision très importante, c'est vendredi. La Cour suprême a dit, pour l'instant, on compte jusqu'à vendredi. Après, il va y avoir la contestation juridique et on va voir, est-ce que ce deadline de vendredi peut être prolongé ou pas? Ça peut aller jusqu'à la Cour suprême. Et juste un mot avant. Le paradoxe aujourd'hui, qu'à l'heure où on parle, ce qui est totalement différent, c'est qu'Hillary Clinton avait 2,5 millions de voix de plus que Donald Trump en 2016. On parle des voix populaires. Non, Biden aussi. Biden a plus de voix sur le compte national. Aujourd'hui, non. Sur le compte national, il a 2 millions de voix de plus déjà que Trump. Oui. Mais parce qu'il y a la Californie, on sait que ça sert à rien, parce qu'il y a tous les États de la côte ouest qui sont arrivés. Et donc, on sait qu'il va gagner le vote populaire. La vraie question, c'est les grands électeurs, le collège électoral. Julia Grégoire, conseillère juridique et porte-parole des démocrates en France. Julia, j'imagine que pour vous, c'est décevant, parce que hier, y compris les Français, qui étaient les rares Français qui auraient pu souhaiter la réélection de Trump, tout le monde considérait que c'était perdu pour Trump et que ça allait être un raz-de-marée démocrate. C'est pas un raz-de-marée pour Joe Biden.
C'est pas un raz-de-marée, mais on savait qu'on allait devoir attendre les résultats. On savait que c'était très peu probable que ça soit annoncé le soir même de l'élection, parce qu'on a tous ces votes qui sont envoyés par la poste et qui ne peuvent pas être comptés rapidement. Donc ça, on le savait. Je voulais déjà répondre au point que monsieur avait fait sur les latinos et les noirs, les blacks américains. Pourquoi est-ce qu'ils votent majoritairement démocrates cette année et tous les ans souvent, mais cette année en particulier, c'est l'échec du président Trump sur sa gestion de la crise Covid et le fait que la grande majorité des décès, les latinos et les blacks ont été beaucoup plus frappés que les blancs américains. Oui, mais Julia Grégoire, regardez les résultats en Floride. André, ordre et liberté. Oui. Julia, justement, on s'attendait à ce que des pays où il y a eu une démographie jeune arrivent d'immigrés, je pense des États comme le Texas, ou bien comme la Floride, on s'attendait à ce que ça bascule pour les démocrates. Les démocrates et Biden les ont convoités. On pensait que le Texas allait tomber chez les démocrates. Pas du tout. Ça reste chez Trump. Et en fait, il y a beaucoup d'électeurs américains, latinos et sans doute noirs américains qui ont, contre toute attente, voté Trump, certainement beaucoup moins que pour les démocrates, mais c'est une déception, ça, pour le camp démocrate. La dernière fois que le Texas a voté démocrate, c'était dans les années 70. Oui, ça fait presque 50 ans que le Texas n'a pas été remporté par un démocrate. Donc, c'était très peu probable que ça tourne bleu. C'est même pas violet pour l'instant. On va voir si cela change. Donc, le Texas, Georgia, c'est la même chose. Georgia, c'est depuis 96, républicain depuis 96, depuis Clinton. Donc, du coup, l'autre information importante, c'est que M. Debré l'a évoqué un petit peu, c'est le fait que les républicains sont plus susceptibles à voter en personne et les démocrates ont voté plus par la poste dans les absentee ballots. Donc, est-ce que ça sera important de compter ces bulletins de vote qui sont arrivés par la poste pour les démocrates et pour la démocratie en général, bien sûr? Oui, Randy Gallows, avocat franco-américain qui représente les républicains en France. Même chose, on considère que les gens qui ont voté avec quelques semaines d'avance sont forcément à majorité démocrate. C'est pas sûr. Il y a le coronavirus qui a inquiété beaucoup de personnes, beaucoup de seniors d'ailleurs, de personnes de plus de 50 ans. On peut imaginer que parmi ces électeurs, il y ait beaucoup de républicains aussi. Rien n'est fait. On a mobilisé nos troupes et on a réduit l'écart à quelques petits pourcentages. On savait qu'ils allaient avoir une avance d'avant. Avant, ils avaient une avance importante dans les États. Les comptages des bulletins de vote par correspondance, c'est le seul État qui compte à partir des jours des élections, c'était les Pennsylvanie. Ils avaient déjà, la plupart de ces États avaient déjà les comptages des bulletins de vote par correspondance avant. Donc ça, c'est... Voilà, on revient aux problématiques. Ils ont ça veut dire qu'aujourd'hui, le Michigan, par exemple, a déjà commencé à compter les votes par correspondance. Donc, on doit se poser des questions. Et les manœuvres de la part des démocrates, pourquoi tout d'un coup, dans les 4 États pivots, je parle de Wisconsin, Michigan, les Carolines du Nord et les Georgies, ils ont tout simplement, les gouverneurs démocrates, arrêté les comptages. C'est une manœuvre dilatoire de leur part pour repousser, en espérant créer un mouvement, une vague avec la Pennsylvanie, avec l'espoir qu'ils peuvent en avoir, pour regagner des votes. Mais là, vraiment, c'est purement... Et c'est pourquoi... Pourquoi ils ont arrêté les comptages? Mais ils ont arrêté les comptages parce que c'est la nuit, sans doute. Oui, pas du tout. Ils vont reprendre demain matin. Les Carolines du Nord, ça s'est arrêté à 10h, 11h du soir, alors que tous les autres États ont déjà eu compté tous leurs votes. Mais alors pourquoi, expliquez-moi, pourquoi ont-ils arrêté, selon vous, les comptages? Parce que les gouverneurs, ils voulaient mettre ils voulaient paralyser, ils voulaient mettre en suspens la situation. Ils voulaient laisser les comptages aujourd'hui des votes des grands électeurs à 211, à 232. C'est un effet psychologique qu'ils voulaient laisser auprès des Américains que M. Trump est en train de perdre. Et c'est là où on dit qu'ils ont volé les élections et qu'il y a une fraude de leur part. C'est pas grave. Ils vont juste retarder cette manœuvre de leur part. Oui, je voudrais vous montrer justement, parce que c'est important pour la bonne compréhension de tous, est apparu après Joe Biden, donc le président des États-Unis, à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui a revendiqué la victoire. Ça, vous l'avez déjà entendu, je vous ai passé le son, mais qui a expliqué qu'il souhaitait saisir la Cour suprême
américaine si cette affaire de comptage et de recomptage se prolongeait au-delà de ce soir ou demain. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de s'assurer que pour le bien des États-Unis, c'est un moment extraordinaire, c'est une grande fraude qu'on essaie d'imposer à notre pays. Nous voulons que la loi soit bien utilisée. Donc, nous ferons un recours devant la Cour suprême. Nous voulons interrompre le vote. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des scrutins à 4 heures du matin pour essayer de les rajouter de manière fraudulente. La démocrate Julia Grégoire souhaitait répondre au républicain Randy Yalloz. Alors, Randy a dit que les bulletins de vote par correspondance, vous dites que la plupart auraient pu déjà être comptés. Mais dans l'État de la Pennsylvanie, il y a eu un jugement de la Cour suprême de cet État disant que les bulletins de vote par correspondance qui arriveront 3 jours après l'élection pourront être comptés. Pourquoi est-ce que c'est important que ces votes soient comptés? Nous sommes en pleine épidémie mondiale. Est-ce que vous avez déjà vu des délais dans le business, dans le monde des affaires, partout dans le monde? Donc, est-ce qu'il y a même des délais dans le service postal? Bien sûr, et je suis sûr qu'on reviendra à ce point plus tard, Eric. Pourquoi il y a eu des délais dans le service postal aux États-Unis? C'est dû en grande partie aux actions du président Trump qui a mis son ami en chef en tête de la service postal américain. Je vais vous aider à départager nos deux amis. Regardez Guillaume Debré, vous qui avez été si longtemps correspondant de TF1 à Washington. Regardez les statistiques, donc les chiffres de la Commission électorale de Pennsylvanie. C'est pas moi qui les invente. Sur les 67 comtés que compte la Pennsylvanie, il y en a 19 qui ont fait remonter leurs chiffres du décompte des votes par correspondance. Donc c'est à peu près 28% du total des comtés. Pour l'instant, dans ce décompte des votes par correspondance, on a bien dit qu'il y avait 2,5 millions de votes par correspondance en Pennsylvanie, 78,4% est allé à Joe Biden, 20,7% est allé à Donald Trump. En fait, aux États-Unis, ce qui est compliqué, en réalité là encore pour nous à comprendre, c'est que dans beaucoup d'États, on se définit politiquement. Dans beaucoup d'États, quand vous vous inscrivez sur les listes électorales, on vous demande... Il y a aussi les indépendants. Bien sûr, mais on vous demande, vous êtes un républicain, vous êtes un démocrate ou vous êtes un indépendant. Donc on sait à peu près qui vote et de quelle manière il vote. S'il y a plus de gens qui se disent démocrates qui vont aux urnes, on peut imaginer, on peut faire des projections et on imagine que les démocrates ont un avantage s'il y a plus de républicains. Et là, c'est vrai qu'on a quand même une évolution vers un vote par correspondance qui est plutôt favorable aux démocrates. Vous comprenez pourquoi les démocrates veulent absolument compter tous les bulletins et vous comprenez pourquoi les républicains sont plutôt incités à arrêter le décompte parce que c'est vrai que c'est pas intuitif. Sauf que pour le moment, on l'a compté jusqu'à 60% en Pennsylvanie. 52% ont été décomptés et Trump a une avance tout à fait remarquable. Oui, mais ça, ce sont les votes pas présents, physiques. Non, je sais bien, mais je voudrais revenir à ça. D'abord, il faut dire que c'est la première fois dans les élections qu'il y a pratiquement pas 60 millions, mais 80 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. Et ils sont par anticipation. Ce qui est différent. Oui, non, mais par anticipation. Et 60 millions par correspondance. Et effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, les démocrates ont plus tendance à voter, effectivement, puis Covid oblige, etc. Mais l'autre chose, et vous n'avez pas répondu pour la Floride, par rapport aux Latinos, parce que c'est là où le bas blesse. Non, simplement, l'autre chose importante, c'est qu'il y a eu une présence beaucoup plus importante que d'habitude aux élections. C'est-à-dire que le nombre d'Américains qui a voté cette fois-ci, en général, c'est, je crois, enfin, corrige-moi si je me trompe, Guillaume, c'est le spécialiste là-dedans, 50 à 60% qui votent. Là, on ne sait pas combien ils seront, mais en tout cas, ça a été nettement supérieur. Davantage. Et ça, incontestablement, parce que je voudrais revenir à cette campagne quand même. Juste un mot là-dessus, sur le American Dream ou pas. Alors ça peut, on dira c'est du folklore, on dira ce qu'on veut. Mais la gestuelle de Trump, qui se fait 4 meetings par jour après Covid, et la gestuelle de Biden, où il y avait 4 klaxons et 5 voitures, ça a quand même pesé, j'en suis sûr, marginalement peut-être, mais pesé. Enfin, on a vu la campagne de Biden, on a vu la campagne de Trump. En tout cas, dans les 15 derniers jours, ça n'avait strictement rien à voir. Et cette histoire de montrer son dynamisme et son énergie, quel que soit ce qu'on peut penser du personnage, a pesé incontestablement sur le vote. Comprenez bien, je parle sous votre contrôle. Il y a une dimension un peu dans cette énergie-là, dans la campagne, une dimension un peu Sarko. Cette relation qui n'est pas très rationnelle, mais qui est passionnelle. Et il y a une relation, il y a une comparaison entre Joe Biden et Hollande. Parce que Joe Biden a fait comme campagne électorale, ce qui est à mon avis un péril,
une seule campagne qui est c'est un référendum sur Trump, choisissez si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Il s'est vraiment mis en retrait, c'était un peu la stratégie de François Hollande il y a quelques années, et donc ça a été un référendum sur Trump. Mais comprenez bien le rapport que les Américains, parce que pour nous c'est difficile à appréhender, les Américains ont le même rapport à Washington que nous Français avons à Bruxelles, et pas à Paris. Washington, c'est une incarnation lointaine de bureaucrates qui viennent emmerder les Américains. Et l'establishment américain. Et la grande force politique de Donald Trump, c'est après 4 années au pouvoir, 4 années à avoir siégé dans le bureau ovale, il continue à incarner ces forces insurrectionnelles américaines qui détestent Washington. Et ça, quand même, c'est formidable. Ouais. Je peux répondre au point sur les latinos que monsieur m'a demandé dans l'État de Floride. Alors, les latinos dans l'État de Floride, qui sont majoritairement d'origine cubaine, ce sont des Cubains américains qui ont régulièrement voté pour le Parti républicain. C'est rien de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'État d'Arizona qui n'avait pas voté pour un démocrate depuis 1972. Et ça, c'est grâce aux latinos. Ce changement. Donc, je pense que c'est important. Je vous passe le micro dans une seconde. Vous avez vu qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. D'abord, il y a eu un certain nombre de manifestations. Je pense à Washington. Washington est pratiquement cadenassé depuis 2 ou 3 jours. Beaucoup de commerces ont baissé le rideau de fer en craignant des manifestations violentes. Ça, ce sont des manifestations Black Lives Matter qui ont eu lieu à Washington cette nuit. Mais on sait que dans beaucoup d'immeubles, les gardiennes d'immeubles ont bouclé les copropriétés parce qu'on redoutait qu'il y ait de la violence. Il y a également eu des manifs à Seattle de ce mouvement Black Lives Matter. Portland également, donc il y a eu des grosses manifs. Vous souhaitiez réagir, Randy Yaloz, représentant des Républicains en France? Je souhaite revenir sur la question des bulletins de vote par correspondance. C'est très important, ils disent qu'il faut les compter. Les Cours suprêmes a donné raison à la Cour suprême de Pennsylvanie pour commencer les comptages à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est cette loi spécifiquement. Les autres États n'avaient pas cette loi. Ils ont commencé les comptages des voix, les 4 autres États pivots, bien avant. Donc, il ne faut pas faire un amalgame avec ces autres États. C'est ce que les démocrates essayent de faire. Donc, c'est une manœuvre dilatoire de leur part de bloquer les comptages jusqu'au bout de ces 4 États. Et vous voyez comment c'est une façon de manipuler les publics à leur cause, mais c'est une manœuvre. Donc, vous voulez dire que le Michigan a commencé les comptages, voilà. Bien avant, le Wisconsin aussi, la Caroline du Nord aussi, et les Géorgie. Et la Géorgie, mais pas la Pennsylvanie. Les Pennsylvanie, ça a été prévu. Et la Cour suprême l'avait dit. Parce que c'est le roi le prévu. Chaque État a sa loi spécifique. Ça vaut la peine de faire une petite correction là-dessus. Quel parti bloque le vote? Quel parti bloque la vote? C'est quel parti qui a lancé des actions judiciaires dans plein d'États, y compris hier soir dans l'État de Pennsylvanie, pour bloquer le comptage des bulletins de vote qui sont arrivés par correspondance 3 jours après l'élection. C'est le Parti républicain. Si votre stratégie, c'est d'annuler des votes, ça veut dire que votre parti ne va pas gagner ces votes. Sinon, vous aurez intérêt à les compter. Pourquoi vous ne dites pas aux Américains et au peuple français que la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie est politisée? C'est des magistrats qui sont élus comme les gouverneurs. Et donc, la plupart des membres des magistrats sont des élus. Donc, c'est une décision partisane au niveau de la Cour suprême. Ce n'est pas un parti. Et pouvons-nous parler de la juge de la Cour suprême qui a été nommée par Donald Trump contre même les standards de constitutionnalité de sa propre partie, contre même de ses standards? Julia Grégoire et Randy Yaloz, démocrates et républicains, on sent qu'il y a une certaine tension qui va durer, à mon avis, plusieurs jours. C'est le principe de Brunet Direct. Je vous passe la parole. On va ouvrir le standard au 01 41 41 10 20. Est-ce qu'on a déjà des appels? On me dit que oui. Eh bien voilà. Bonjour, madame. Nous sommes avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour, monsieur Brunet. Ah, vous êtes par FaceTime. Vous êtes investi dans cette élection américaine personnellement? C'est-à-dire que, oui, parce que j'ai ma sœur qui habite les États-Unis, et bon, j'y suis née, j'y ai grandi. Mes parents étaient des immigrés français là-bas,
Et moi, j'ai eu toujours un coup de cœur depuis très très jeune pour la France et j'aime ce beau pays qu'est la France. Mais alors, attendez, vous êtes franco-américaine, donc vous êtes également américaine, donc vous avez voté? Oui, oui. D'accord. Et votre cœur penche du côté... Aux États-Unis, non, non, j'ai pas fait la démarche de voter. Ouais. Il faut que j'avoue, Ouais. j'avoue ma défiance. Bon. Enfin bon, comment dirais-je je me suis défilée. D'accord. Dites-moi, que pensez-vous de ce résultat? D'abord, j'imagine que comme beaucoup de Français et d'Américains, vous êtes surprise par ces élections assez serrées, ce score assez serré. Je suis pas vraiment surprise. Je suis très déçue. Depuis le temps que M. Trump dit que si jamais il perd, il ira au tribunal. Donc, pour moi, c'était... j'espère que le décompte fera quelque chose, mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que lui, c'était quoi qu'il en soit, je vais gagner. Donc, je suis très inquiète. J'avoue que ma sœur, il était minuit aux États-Unis, elle est allée se coucher, tellement elle était dépitée et triste. Donc, voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que... Tout ce qui se passe aux États-Unis finit par se passer en France souvent. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en 2016, ils ne croyaient absolument pas que c'était possible que Donald Trump gagne. Cette fois-ci, c'est à nouveau la même chose. Et ça arrive. Donc, quand je parlais avec ma sœur, je lui disais, elle me dit souvent, méfie-toi, en France, il risque de se passer la même chose à terme. Qui c'est le Trump français? L'extrême droite. Et l'extrême droite pour moi. Toutes les extrêmes sont des Trump français pour moi. Oui, enfin. André Berkoff. Oui, André, vous allez m'énerver, André Berkoff, qui est, je le rappelle, le seul journaliste français à avoir interviewé Donald Trump ces dernières années. Assimiler Trump à l'extrême droite me paraît quand même d'une caricature assez spéciale, mais enfin, chacun ses fantasmes. Moi, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que vous avez montré avant, Éric. Les manifestations. Je crois aussi, on n'en a pas parlé, que ça a joué un véritable rôle. Vous savez, quand il y a eu tous ces trucs, au nom de, et je ne suis pas contre du tout Black Lives Matter, etc., mais il y a eu quand même des pillages, il y a eu des incendies, et il y a eu où? Très sincèrement, et ce n'est pas vraiment être partisan, je veux dire, que les principaux pillages, etc., ont eu lieu dans les villes gouvernées par des démocrates. Quand vous avez Portland, Oregon, quand vous avez eu Seattle, quand vous avez eu tout ça, où les gens allaient, se servaient dans un magasin, etc. Alors, il y a eu des bavures et des crimes policiers, je dirais jusque-là. Mais est-ce que ça justifie qu'on laisse pendant des jours et des soirs piller, aller, tabasser, etc., au nom de quoi? Et ça, je crois que beaucoup de gens, y compris noirs ou latinos ou autres, ou blancs, à ça, je suis sûr, jouer un rôle. Parce que quand les gens se disent, vous savez, ils ont besoin de sécurité. Quand tu vois, on dit, allez, c'est open bar, allez-y les gars. Et moi, je vais vous dire, j'ai de la famille à Portland qui vote démocrate. Mais quand ils ont vu ce qui s'est passé à Portland pendant 3 semaines, en Oregon, dans le centre de Portland, ils étaient complètement tétanisés. Donc ça a joué. Guillaume de Très étonnant quand même dans cette... C'est-à-dire que ça veut dire que ce mouvement d'émancipation des Noirs américains qui a prévalu ces derniers mois aurait, selon Berkoff, plutôt été contre-productif pour Biden? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Vous pensez ça, vous? Oui, d'abord, Trump, de manière assez maligne, l'a utilisé comme un argument de campagne électorale pour surmobiliser sa base. Et visiblement, ça a fonctionné. Il y a aussi une petite classe moyenne latino et black qui ne s'est pas reconnue, en partie, dans cette chienlit, comme dirait De Gaulle, pardon de citer De Gaulle, mais ça a sûrement eu un impact électoral. Ce qui est très important quand même sur la carte qu'on montre depuis ce matin, c'est que ça fait probablement 30 ans qu'à chaque élection, la carte vacille. La carte, elle passe, le président sortant, qui généralement est quand même réélu de manière assez confortable, en tout cas depuis 1992, depuis un peu plus d'un quart de siècle. Là, pour le coup, cette carte électorale, elle n'a presque pas bougé en 2016. Pour l'instant, il y a un seul État, l'Arizona,
qui est passé de républicain à démocrate. Ça veut dire qu'on a une Amérique qui est cristallisée, qui est polarisée, où il y a deux camps qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, et que le centre politique s'est totalement évaporé. C'est un mouvement qui a précédé Donald Trump, mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, je le vois dans ma belle famille, c'est le pugilat à chaque fois qu'on parle de Trump à la maison. Mes beaux-parents sont hyper trumpistes, ma femme est une démocrate, et donc dès que on met le mot Trump, ça se bastonne. Et mes filles, cet été, m'ont appelé des États-Unis, elles étaient en vacances voir leurs grands-parents, et elles me disent, mais papa, notre grand-père, il veut quitter les États-Unis si Joe Biden est élu. Vous voyez le niveau de crispation politique qu'il y a dans l'une des plus puissantes démocraties, ou peut-être la plus puissante. Est-ce qu'on n'est pas répondre au répondez, allez-y. Point sur le Black Lives Matter, qui est un mouvement extrêmement important qui a pris beaucoup d'énergie dans ces derniers temps. Il n'y a pas de preuve que les pillages étaient principalement des manifestants de ce mouvement. Juste le fait qu'ils se sont passés dans les villes démocrates, ça ne veut rien dire. Ah bon, ça ne veut rien dire. Et plus important, c'est le fait que les Proud Boys et les autres groupes et dites-moi, ceux qui criaient defund the police, defund the police, attendez, arrêtez de dire n'importe quoi. Et les autres groupes fascistes que Donald Trump a expressément acceptés, ces groupes-là sont... Excusez-moi, je veux bien continuer, merci. Ces groupes-là sont maintenant sous enquête par le FBI. Le FBI a ouvert des enquêtes contre les Proud Boys qui ont menacé de tuer un gouverneur d'un État américain. Est-ce que les manifestants Black Lives Matter ont fait ça? Non. Non, écoutez, ça c'est les groupes qui de a droite crié qui l'ont defund the police? Qui a demandé, sinon des démocrates, de supprimer toute subvention à la police? Ils ont bien le droit à leurs opinions et ce n'est pas la même chose que d'être violent. Et Biden n'a Ça s'appelle des opinions, ça, madame. Oui, on est. Mais Biden, il n'a jamais. Je fais un dernier point. Biden, même, le représentant des démocrates. Écoutez-la, écoutez-la. On va devoir mettre mute sur les microphones comme on a fait dans le dernier débat avec Trump. Monsieur, si vous m'écoutez pas. Defund the police, Joe Biden n'a jamais proposé ça. Oui, il y a certaines personnes aux États-Unis qui l'ont proposé, mais le représentant des démocrates, Joe Biden, ne l'a jamais expressément accepté. Donc c'est un point de vue. On a la liberté d'expression aux États-Unis. De dire que je souhaite defund the police, c'est pas la même chose que le groupe Proud Boys qui est allé lancer une menace de mort contre un gouverneur d'un État. Il n'y a pas eu. Ce n'est pas une parallèle. Il y a eu deux morts trumpistes qui avaient le chapeau MAGA qui ont été tués. Ne prenons pas ce genre d'argument, s'il vous plaît. Mais je voudrais juste un mot. Je voudrais répondre quand même à madame par rapport à defund de police et compagnie. Mais moi, je veux dire mon opinion personnelle. Moi, j'ai regardé Joe Biden et je ne suis pas le seul. Joe Biden, je vais vous le dire tel que je le pense. Mais je suis français, je ne veux pas, j'en ai rien à faire. Joe Biden est sénile. Joe Biden n'a plus la maîtrise. Vous acceptez les discours. Comment vous pouvez dire un truc pareil? Il est sénile. Comment vous pouvez dire ça? Tu l'as vu dans Attends. Il a fait quand même... Un sénile ne fait pas 1h30 de débat face au président qui est quand même... Non, en revanche, non. Il y a une petite inquiétude cette nuit. C'est qu'il s'est trompé sur le prénom de ses enfants. Il est sénile, j'exagère, mais il s'est trompé cette nuit. Il s'est trompé sur le prénom de sa petite fille. C'est un dyslexique. Et de Nathalie, etc. Et il a dit, regardez, puis c'était pas la bonne. Si la question est, est-ce que Donald Trump, est-ce que Joe Biden est le meilleur candidat pour les démocrates et le plus, j'allais dire... Absolument. Sans doute. Non mais je vous laisse répondre à ça. Oui, bien sûr. C'est évident que c'était le candidat par défaut. Il a pendant ses primaires, c'est pas lui qui a rassemblé le plus de. C'est Bernie Sanders. C'était le candidat par défaut, mais c'est le processus normal dans un parti démocrate. Par contre, je réponds à ça aussi, c'est que Joe Biden, c'était le vice-président sous un des présidents le plus populaire aux États-Unis, c'était Obama. Pardon. Donc candidat par défaut, je sais pas trop. Pardon, c'est le candidat par défaut. Il y a beaucoup d'Américains qui l'adorent. Avant le mois de mars, Joe Biden avait jamais gagné le primaire de sa vie. Moi, j'essaie d'être... Vous voyez, je suis loyal et moi, j'ai très peu de temps pour parler, donc je vais parler. Donc, vous faites abstraction et vous souhaitez ignorer les réalités des rapports des services de sécurité intérieurs américains qui ont dit que 91% de toute la violence et des émeutes, c'est par des groupes Antifa et Black Lives Matter. 91%. Donc ça, c'est en réalité... C'est la statistique sur l'année 2020. Les services de sécurité, par rapport à quand il y avait les violences dans les villes et pendant les émeutes dans les grandes villes, c'était 91% pendant les émeutes, Black Lives Matter et Antifa. Donc elle peut dire ce qu'elle souhaite dire, faire parler les médias et les réseaux sociaux. Ça, c'est des services de sécurité américains qui ont eu ces statistiques. Donc on peut dire ce qu'on veut. Et ça, c'est la réalité.
et comme notre cher ami a dit, les Trumpistes ont été tués, il y en a 2, parce qu'ils portent un petit chapeau, parce qu'on l'identifie. Aujourd'hui, les Trumpistes ont peur de porter des chapeaux Trump. Même moi, je n'irai pas dans la rue avec un chapeau parce que je risque d'être menacé. J'ai eu déjà des réflexions dans la rue ici en France à cause de ça. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas menaçant. L'ambiance est très menaçante pour des gens comme nous et il faut être discret par rapport à ce qu'on fait. Alors, Randy, je réponds Antifa. J'aimerais qu'on tourne la page et qu'on avance parce que, au fond, moi j'entends que cette... J'ai pas eu l'opportunité de répondre au point. Non, J'ai juste point sur ça. Parce que Antifa, le FBI a décidé que ce n'était pas une vraie menace. Et à Charlottesville, il y a une personne qui est morte. Randy dit que lui, il est menacé, qu'il se sent en danger. À Charlottesville, il y a une manifestante qui a été tuée par des personnes fascistes de droite. Trump a dit il y avait des bonnes personnes des deux côtés. On ne sait pas trop. On ne peut pas dire qui est mauvais. Vous voyez qu'il y a deux Amériques qui se parlent pas. Moi, Guillaume Debré, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au fond, là, le clivage est devenu essentiel aux États-Unis, c'est terrible. Est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment que Trump est l'ultime défenseur de cette Amérique des années 50, 60, 70, entre John Wayne et Clint Eastwood, quelque part, qui se méfie du modèle européen, qui disent tout ça c'est socialiste parce que effectivement notre modèle social ultra sophistiqué européen ne lui correspondra jamais. Et face à cela, finalement, quelqu'un qui veut aller vers cette européanisation, qui est le démocrate Biden et ses prédécesseurs. On l'a vu Obama avec l'Obamacare. Et j'ai le sentiment que le clivage est là. On veut rester des Américains attachés à notre mode de vie. Et puis de l'autre côté, on veut avoir un mode de vie plus social, plus contemporain, plus actuel, plus proche de celui qui peut y prévaloir en Italie, en Allemagne, en France, etc. Je pense que vous avez très bien senti l'argument politique réel de Donald Trump qui est que lui aussi a compris cette insécurité culturelle des Blancs américains aujourd'hui. Les Blancs américains, ils étaient 90% il y a plus d'un demi-siècle. Ils sont maintenant 66%. Ils voient un pays qui est en train de se transformer. Et l'image qu'ils avaient de ce pays anglo-saxon, de ce pays plutôt blanc, principalement blanc, de cette force, de cette après-guerre où l'Amérique était le champion du monde, était la police du monde, ça c'est en train de s'effilocher, de disparaître. Ou pas, parce qu'il y a des jeunes immigrés qui arrivent, qui disent on veut du rêve américain, on ne veut pas la sécurité sociale française, on veut du rêve américain. Cette vision-là américaine, donc les Blancs américains sont extrêmement crispés, sont extrêmement inquiets, en une partie en tout cas, de cette population. Il y a aussi, c'est vrai, un modèle social qui change, parce que le fondement, je pense, de la culture américaine, c'est la responsabilité individuelle, qui est très éloignée de notre culture, nous. Nous, on regarde l'État pour à chaque fois de... Bien sûr, l'assistanat de l'État pour les représentants de la droite française, mais donc c'est une culture américaine. Toute activité, on est loin de tout ça, toute activité quotidienne accomplie par un Français est subventionnée. Se transporter, acheter un journal, on n'est pas du tout dans ce... Et vous avez un candidat du Parti démocrate qui aujourd'hui, alors qu'il y a 12 ans, son président avait refusé cette option, il propose aux Américains dans son programme ce qu'on appelle de public option, c'est-à-dire de faire une sécurité sociale à la française, que la communauté finance vos soins de santé. C'est révolutionnaire ça. Et ça, Barack Obama n'en a pas voulu il y a 12 ans. Donc oui, on a une évolution du modèle, vous avez raison. Mais je voudrais effectivement, peut-être apporter un bémol à ce que dit Guillaume, parce qu'il y a l'insécurité, mais il n'y a pas que l'insécurité culturelle, et elle ne touche pas que les Blancs. Alors c'est vrai, on l'a dit suffisamment, que, soyons clairs, vous savez, Christophe Guilluy a beaucoup parlé de la France périphérique, et c'est incontestablement en 2016, l'Amérique périphérique, les oubliés, le basket of deplorables, dont parlait Hillary Clinton, à ce panier déplorable, les ploucs, les rednecks, etc. Ça ressemble beaucoup à la France, vous savez. On a licencié la moitié du peuple français, petits artisans, petits commerçants, etc. Et l'Amérique, c'est la même chose. Ceux-là, on ne s'en occupait pas. Il lui a dit, attendez, moi, je vais le parler. Je ne veux pas parler qu'à la côte ouest et à la côte est. Et comme par hasard, quand même, c'est intéressant, ce multimilliardaire, parce que moi, j'ai posé la question quand je suis allé dans les meetings. J'ai dit, vous gagnez combien, vous? $1 500, $2 000, etc. Et je dis, mais attendez, comment vous suivez un multimilliardaire? Il dit, justement, parce que lui, il ne peut être ni acheté ni vendu. C'est une grande différence. Et ça a été la chose
la plus importante qu'il y a eu, en tout cas en 2016. Ça, c'était vrai en 2016. Et je sais, sauf qu'il n'est exactement. pas plus vendu aujourd'hui et qu'il y a d'autres personnes, et je ne citerai pas parce que je veux pas, qui sont quand même, du point de vue du business... Est-ce que vous... Non, mais sauf que là, vous avez tort, Guillaume, il y a eu plus de voix Trump en 2020 qu'en 2016. Absolument. Il y a eu plus de voix Bien en sûr. valeur absolue. Mais il a séduit beaucoup d'Américains. Il a séduit beaucoup d'Américains. Mais il a séduit plutôt des minorités. Écoutez, c'est des électorats qui ne votaient pas pour lui. J'ai une question à vous poser. J'ai une question de l'élève Brunet, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Ouais. J'ai entendu, en zappant cette nuit, parce que j'ai suivi cette élection, c'était magnifique sur LCI, mais je suis allé un peu partout, y compris sur les radios. Alors, vraiment, le chroniqueur politique français, c'est toujours, il y a deux Amériques, l'Amérique trumpiste, celle de la ruralité, et puis l'Amérique, bien évidemment, des villes, celle de Biden. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, arithmétiquement, si l'Amérique des villes votait Biden, il ferait 20% Trump. Quelle est la sociologie? Non, mais quelle est la vraie sociologie du vote Trump et du vote Biden? Parce que j'en ai marre des caricatures. J'en ai marre des rednecks et des abrutis et des ploucs qui votent Trump, et puis des gens sophistiqués des villes qui votent Biden. C'est aussi simple que ça? Oui, alors c'est plus compliqué, mais n'oubliez pas que vous avez un système électoral qui fait que quand vous gagnez à une voix de majorité, vous gagnez tous les grands électeurs. Donc ça simplifie évidemment mais il y a un vote religieux, il y a un vote business, parce que à la Maison-Blanche, Donald Trump a baissé les impôts sur les sociétés, a baissé les impôts pour les riches, et il y a toute une catégorie de la population et l'économie américaine... Wall Street vote qui? Biden ou Trump? Plutôt Biden. Plutôt Biden. Les GAFA votent Biden. Oui, les GAFA, Google, Facebook, etc. votent Biden. Je peux vous expliquer. Vous avez les GAFA, les milliardaires, les élites votent pour Biden, et vous avez les intellectuels, les étudiants, les personnes âgées, ils votent tous pour Biden. C'est toutes les classes moyennes qui votent pour Trump, et ceux qui en sont des millionnaires, c'est ce groupe-là qui est pour Trump parce qu'ils se sont laissés par les politiques de Biden qui favorisent les élites, les plus grandes élites. Parce qu'il faut se poser la question, qui est contre Trump? Pourquoi ils ont bénéficié même eux des mêmes avantages fiscaux que les autres millionnaires, milliardaires? Mais pourquoi ils sont contre Trump? Parce que c'est une politique de leur part de contrôle et parce qu'ils peuvent influencer les partis démocrates. Et comme ils ont dit, M. Trump ne peut pas être acheté parce qu'il est déjà milliardaire. Et aujourd'hui, on a un problème d'intégrité et crédibilité chez les démocrates, comme on a eu avec le cas de Hunter Biden. Je ne veux pas revenir dessus. Parce que les millionnaires américains... Il y a des États ruraux comme le Vermont qui votent démocrate. Il y a des ruraux qui votent démocrate, il y a des ruraux qui votent... Excusez-moi, mais c'est pas vrai ce que Randy vient de dire, ce qui est que les millionnaires américains sont tous pour Biden. Les GAFA, quand même, les GAFA. Ça, c'est une partie, mais les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont bénéficié aussi des diminutions fiscales, ils sont pour Trump, les plus riches. Ceux qui mènent les grandes sociétés sont pour Trump également, non seulement à cause des diminutions des impôts pour les sociétés, mais également pour la suppression de toutes les réglementations environnementales, quasiment 100 réglementations environnementales qui ont été supprimées par Trump dans ces derniers temps. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi? Il vote pour lui, évidemment. Qu'est-ce qu'il a réussi à booster? Il a réussi à booster l'économie de manière formidable. Il faut lui reconnaître. Il arrive, c'est vrai, avec une réforme faite par son prédécesseur, mais l'économie américaine a connu 3 années de croissance économique. Le chômage des minorités, des blacks et des latinos n'avait jamais été... C'était la continuation du développement économique d'Obama. La question est qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a boosté l'économie américaine et il a boosté l'économie américaine. Et pardon, je vais le redire parce que c'est pas intuitif pour les Français. C'est le président le moins belliqueux des 50 dernières années. C'est le seul président américain qui n'a pas déployé de forces militaires à l'étranger. C'est compliqué pour nous parce qu'on ne le raconte pas comme ça. C'est le seul président américain qui, en 30 ans, a dit, vous savez quoi, on va ramener les GIs à la maison, les boys. C'est très facile d'accepter de commencer dans une situation positive économique. Obama, il a commencé à la Maison-Blanche en pleine crise. La personne qui suivra Trump, on espère que ça sera Biden, malheureusement, va accepter encore une fois une crise républicaine. Donc c'est facile de dire, ah oui, les jobs sont augmentés. C'est vrai, Obama a tout fait
Obama a tout positive. fait. Effectivement, on a vu comment les salaires, quand même, et des Latinos et des Blacks ont haussé sous Trump et pas sous Obama, excusez-moi. Et puis, deuxièmement, on a vu le chômage. Le chômage n'a jamais été aussi élevé, Monsieur Bercoff. Ah bon? Le chômage n'a jamais été Il aussi était élevé au moment du Covid, madame. Il était au moment du Covid à 23%, il est à 7% aujourd'hui. Alors, qu'en dites-vous du fait qu'aux États-Unis, on a 4% de la population mondiale et on a 20% des cas Covid? Je suis désolée, mais quelle est l'explication? Quelle est l'explication? Il y a autant de Covid. Il y a moins de Covid qu'en Europe. Il y a moins de Covid en tout Mais vous racontez, pardon madame, vraiment vous racontez n'importe quoi. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport... La population constante Europe, États-Unis, Enfin, il y en a moins aux États-Unis que dans toute l'Europe. 200 000 sur 360 millions, ça fait 20%. Madame, vous avez dit qu'il y a 20% de malades du Covid. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la population américaine fait 4% de la population mondiale. Le nombre des cas de Covid américains fait 20% des cas mondiaux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les cas, ce n'est pas les malades et ce n'est pas les morts. Écoutez, renseignez-vous un tout peu sur ce que c'est que la médecine. Je voudrais quand même dire quelque chose à propos de ça. Vous me l'avez énervé. Non, faut pas énerver. Faut pas dire n'importe quoi. C'est la vérité, monsieur. Si, c'est 4% je vais vous dire, dites-moi sur la Chine. Sur la Chine, Obama a été d'une dureté formidable avec la Chine. Quand la Chine envoyait ses produits comme dans du beurre aux États-Unis, est-ce qu'Obama a joué avec l'Iran? Magnifique. Obama a donné des dizaines de milliards aux mollahs. Et après, les mollahs se sont calmés. On dit, ah, cet Obama, il est magnifique. Formidable. Et ça, vous trouvez très bien. Attendez, madame, répondez-moi. Sur la Chine, Obama... Rien, sous la moquette. Sur l'Iran, vous croyez que c'était bien de dire aux mollahs, parce qu'ils allaient écouter, qu'on allait faire des accords avec l'Iran? Mais oui, on peut discuter avec eux, avec les mollahs. Il y a des points sur lesquels Biden ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire notamment sur la politique chinoise des États-Unis. Il y a peu de chances, Biden ne va pas revenir à la situation d'Obama. En attendant, c'est pas ça. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, on n'est pas Trumpolâtre ou pas Trumpolâtre. Ce que je ne comprends pas, madame, et vous, et ces démocrates, qui ne reconnaissent rien à quelqu'un qui n'est pas du bord. Et ça, vous avez une position que je pourrais dire presque stalinienne, et comme des républicains qui ne reconnaîtraient rien à Obama. Ce qui m'énerve, c'est qu'Obama est mauvais, Trump ne vaut rien. Peut-être ça vous affecte un petit peu. Et moi, je peux reconnaître que c'est une bonne démarche d'Obama. Moi, je voudrais que vous répondiez, Julia Grégoire, parce que franchement, une démocrate américaine qui se fait attaquer d'avoir une position stalinienne par Bercoff, ça c'est un truc que vous en remettrez jamais. Allez-y. Si, ça en remettra. Vous êtes optimiste là aujourd'hui parce que on sent quand même qu'il y a une certaine tension entre les deux camps. On sent qu'il y a une vraie déception chez les démocrates qui pensaient que ce serait plus facile. On va s'installer dans un scénario pendant 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. On va compter, recompter. Des milliers d'avocats, plus de 3000 avocats sont sollicités. Si on fait la totalité des avocats qui sont sollicités par ces comptages, ces recomptages et la bagarre juridique, on se dit qu'on va rentrer quand même dans des turbulences. Oui, j'aimerais bien dire qu'on est optimiste, mais malheureusement, la personne et le parti qu'on a face à nous fait en sorte qu'on ne peut pas être optimiste. Et c'est pour ça que les démocrates voulaient qu'en début de soirée hier soir, la Floride ou un autre État soit annoncé rapidement pour que la victoire soit claire. Elle ne l'a pas été pour l'instant. Le problème avec l'optimisme, et les démocrates sont prêts à accepter le résultat des Américains. Quand on parle du côté rural ou des villes, les démocrates sont prêts à accepter. C'est ça la démocratie, c'est accepter le résultat. Malheureusement, qui est-ce qu'on a en face de nous? C'est des personnes qui disent c'est la fraude, on va à la Cour suprême, on n'accepte pas. On conteste tout. Donc, comment est-ce qu'on peut être optimiste si on ne joue pas le jeu? On n'est pas avec des personnes qui jouent, qui respectent les règles. Donc, on peut merci. Merci Julia Grégoire, merci Randy Yaloz, merci André Bercoff, merci Guillaume Debré qui publie Je tweet, donc je suis aux éditions Fayard. Mesdames, Messieurs, dans un instant, la crise sanitaire. Est-ce que l'opposition française au Parlement, est-ce que les maires de France sont devenus fous, Mesdames, Messieurs?